Bonjour Monsieur Blanquer. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça se passe bien? Bah oui, Je très, vois très que bien. depuis ce matin, vous n'arrêtez pas, donc on échange. Alors, notre première question, donc on est au Facebook Live. Votre impression, parce que vous êtes là depuis un petit moment, votre impression par rapport à ce premier campus des territoires? C'est une impression de grand dynamisme. C'est très agréable parce que c'est comme une très grande réunion de famille où tout le monde est d'abord assez joyeux, il faut bien le dire, et où les idées fusent. Et puis on a eu ce matin une démonstration du caractère concret de ce dynamisme. Ça m'a beaucoup plu parce qu'on a vu qu'En Marche c'était un mouvement assez original finalement, parce que non seulement c'est un mouvement politique, mais c'est un mouvement aussi qui suscite des initiatives de terrain ultra concrètes, conformes à ses valeurs, en soutien à la ruralité, en soutien au quartier, en soutien aux élèves, en soutien aux initiatives pour l'emploi, etc. Donc c'était très tonique, j'ai trouvé, et ça me plaît beaucoup. Ça vous plaît beaucoup. Alors justement, vous avez participé à la plénière. Qu'est-ce que vous en avez vraiment ressorti, votre sentiment premier par rapport à cette première plénière? Le sentiment, c'est encore une fois un mouvement politique qui finalement reflète bien les évolutions de la société française. C'est-à-dire un mouvement qui à la fois prend en compte la diversité des acteurs, par exemple ce qui a été dit sur le travail qui est fait pour la parité par En Marche. L'existence même d'En Marche a permis de faire progresser la parité à l'Assemblée nationale, pour ne prendre que cet exemple, de manière considérable. Tout simplement parce que près de la moitié des députés En Marche sont des femmes. Et pour prendre cet exemple-là, donc plus de parité, plus de mixité, des générations, des origines, etc. Et puis aussi un esprit constructif pour prendre à bras-le-corps les problèmes de la société française. Il ne s'agit pas de nier les problèmes de la société française, ils sont assez nombreux, y compris l'état d'esprit de défiance qui peut exister dans notre société et que nous n'avons pas encore réussi à pleinement transformer, bien sûr. Mais au moins, on le prend à bras-le-corps dans un esprit constructif et peut-être en essayant d'écouter toujours plus à l'intérieur du mouvement, puis aussi ceux qui pensent différemment de nous. Exactement. Alors, revenons par rapport à votre actualité. Donc, cette année, la rentrée est celle de l'école de la confiance. Vous parlez de la loi sociale. Comment peut-elle réduire les problèmes, cette loi sociale ? Cette loi pour l'école de la confiance est une loi en effet profondément sociale parce qu'elle va à la racine de la lutte contre les inégalités. Sur plusieurs aspects, pas sur tous les aspects, mais sur des sujets qui sont très importants. Elle est dans la continuité de ce que nous avons commencé dès le début du mandat. Quand on a fait le dédoublement des classes de CP et de CE1, c'est une des mesures sociales les plus importantes qui soit parce qu'elle lutte contre la plus grande des inégalités, qui est l'inégalité devant le langage, qui peut se constater dès l'âge de 3 ans. Et donc je mets un accent considérable sur l'école maternelle, le CP, le CE1, parce que c'est là qu'on peut être le plus efficace pour lutter contre le déterminisme social. La loi installe l'instruction obligatoire à 3 ans, donc c'est une façon de dire l'importance de l'école maternelle. Et justement, pourquoi ? Parce que l'école maternelle, c'est l'école du langage, justement. Et que 2 enfants peuvent arriver à 3 ans à l'école maternelle en ayant déjà une différence de 1 à 4 quant à leur capital de vocabulaire. Et donc, c'est les inégalités entre les familles qui produisent ça, bien sûr, et l'école de la République est là pour compenser cela. Donc on va avoir du volontarisme pour l'école maternelle. Mais il y a aussi des conséquences induites. Par exemple, faire la visite médicale à 3 ans plutôt qu'à 6 ans permet de détecter des problèmes, par exemple d'ouïe, d'œil, toutes sortes de problèmes qui nuisent à la vie et à la scolarité plus tôt. Et donc là aussi, c'est un facteur de progrès social. Mais cette loi, elle porte aussi l'obligation de formation de 16 à 18 ans pour que personne entre 16 et 18 ans ne puisse se trouver sans formation ou sans emploi. Ça, c'est un point aussi qui va avoir un très fort impact social. C'est aussi une loi qui porte des mesures nouvelles pour les élèves handicapés, que l'on voit dès cette rentrée, avec plus d'accompagnants, une meilleure organisation, une meilleure formation, des meilleurs contrats pour les accompagnants. Tout ça, c'est porté par cette loi. C'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est profondément sociale. Très bien. Alors justement, vous étiez cette semaine en visite dans une cité éducative avec Julien de Normandie, me semble. En quoi consiste-t-elle ? Alors les cités éducatives, c'est un concept qu'on trouvait d'ailleurs dans le rapport Borloo sur la ville qui a été remis au président de la République et que nous avons travaillé avec Julien de Normandie. Et ce concept consiste à dire que l'éducation d'un enfant ne se passe pas que dans la famille et que dans l'école. Il se passe aussi dans tous les
tous les temps de l'enfant. Et donc on doit avoir une vision complète de ce temps de l'enfant et être capable d'accompagner, y compris financièrement, les établissements scolaires dans cette vision complète. Donc concrètement, ça veut dire que par exemple un principal de collège doit pouvoir se dire qu'il peut financer une classe verte, qu'il peut financer des activités sportives nouvelles, qu'il peut financer de l'appui social à telle ou telle chose, de l'activité périscolaire, du soutien scolaire. Ça consiste à faire travailler ensemble sur un territoire tout le monde autour des enjeux de réussite scolaire des enfants, en jouant sur tous les facteurs, pas seulement le facteur pédagogique qui reste essentiel et qui est évidemment ce que fait l'éducation nationale, mais aussi les facteurs qu'on peut appeler éducatifs au sens large et qui favorisent l'épanouissement de l'enfant, en donnant des moyens financiers aux acteurs locaux sur la base de projets qu'ils formulent. Ces acteurs, ce sont les responsables d'établissements scolaires, les maires des collectivités concernées. Alors comment ils le reçoivent, tout ça, toute cette demande de travail en amont, en table ronde, comment ils le perçoivent? Est-ce qu'ils sont plus ou moins satisfaits? De ce que nous voyons, ça a été très très bien perçu, puisque d'abord les 80 communes, les 80 territoires qui ont été retenus ont été candidats, donc ils avaient envie de ça, c'est toujours important. Et ensuite, ils sont très contents d'avoir ce label, parce que c'est aussi un label. Et puis cette incitation qui vient de nos différents ministères de faire travailler ensemble les différents acteurs. Et ça, c'est, je crois, très bien perçu. C'est en tout cas les premiers échos que nous avons. D'accord, très bien. Alors, toujours cette petite question, je suis un petit peu curieuse. Comment est venue votre idée politique, de vous investir dans la politique? Ça vous est venu à quel moment? Si vous voulez, j'ai une passion pour l'éducation depuis toujours. J'ai toujours pensé que l'éducation était le plus grand sujet politique qui soit, si on veut, c'est-à-dire pas au sens politique habituel, parce que dans ce sens-là, il faut bien avoir en tête que c'est pas un sujet de gauche et de droite, justement, mais que c'est le sujet de l'avenir de toute société que de travailler sur l'éducation. Et donc c'est un sujet de débat public, ça c'est normal, c'est un sujet de débat démocratique, ça doit aussi être un sujet d'unité nationale autour des enjeux. C'est ce que j'essaye de pousser depuis toujours. Et c'est vrai que quand Emmanuel Macron a proposé de dépasser le clivage gauche-droite, j'ai trouvé que c'était particulièrement pertinent pour les questions d'éducation. Ça m'a poussé à m'engager politiquement à ses côtés et à assumer cette fonction aujourd'hui, pour laquelle ce que je souhaite, c'est contribuer à ce que j'appelle le cercle vertueux de la confiance, c'est-à-dire une école de la confiance qui donne confiance en soi aux élèves, où on se fait confiance les uns aux autres et qui à la fin produit de la confiance pour la société. Exactement. Parce que la société française aujourd'hui n'est pas assez une société de confiance. Il y a trop de cynisme, trop de défiance, pour des raisons qu'on connaît, qui ont trait aussi aux difficultés sociales en particulier. Eh bien, il faut remonter la pente et il faut créer des cercles vertueux de la confiance, et l'école peut y contribuer beaucoup. Par exemple, quand on prend des mesures sociales pour l'école, parce que ça donne confiance aux familles. Quand vous êtes parent d'élève d'un enfant qui est dans une classe à 12 et que vous voyez que votre enfant est en train de réussir dans l'entrée dans la lecture, ce qui n'est peut-être pas le cas des grands frères et des grandes sœurs des années précédentes, et que donc quelque chose de positif est en train de s'installer, ça donne confiance et vous avez envie de croire en la République. C'est un peu le sens de ce que nous faisons. Exactement, ça devient un travail beaucoup plus individuel envers l'enfant. C'est pas pareil quand on a une classe de 30 élèves et puis ça passe à 12-13. Donc pour le coup, ça devient vraiment un travail individuel. Surtout dans les premières années de la vie où on a besoin de cette personnalisation tout particulièrement et d'aller voir les élèves les plus en difficulté. Exactement. Alors, merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à vous. On vous laisse vous balader sur les stands. Très bien. Puis, on vous dit à bientôt. Et puis, on est là, on est près de vous et on se soutient. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur Mine. À bientôt. Merci beaucoup.